Généralité sur la construction en terre crue. 1. Le matériau terre crue. 2. Généralité sur les liants. 3. Stabilisation de la terre crue pour la construction. Ce cours est présenté par le professeur Mohamed Benchek. Le matériau terre crue. Formation géologique. La composition granulométrique. Quelle est la formation géologique d'un sol? Les sols sont des matériaux meubles issus de l'altération profonde des roches. Les interactions physiques, variations climatiques, chimiques, dissolution par l'eau et biologiques, racines des plantes et actions de micro-organismes, avec la roche-mère au fil de plusieurs milliers d'années aboutissent à la formation d'une couche géologique superficielle qui se décline en plusieurs sous-couches pédologiques, comme il est présenté en figure I1. Proche de la surface, on distingue les horizons hauts et à qui sont riches en matières organiques utiles au développement des plantes. Les couches comportant très peu de matières organiques, horizon EAC, sont plus appropriées pour la construction. Essentiellement minérale, cette partie du sol est un mélange d'argile, de limon, de sablé, accessoirement, de gravier. La composition granulométrique de la terre crue. La figure représente les différents types de sols selon la distribution massique des grains qui le composent. La fraction argileuse est un constituant essentiel dans les sols utilisés pour la construction. Elle lui confère sa cohésion. En présence d'eau, la fraction argileuse forme une pâte qui agglomère les autres grains et forme un bloc cohérent après séchage. Le comportement du sol vis-à-vis de l'eau dépend de la proportion de sa fraction argileuse et de la nature minéralogique du ou des argiles qu'il contient. Le matériau terre crue, les argiles. On distingue la notion d'argile, granulométrique, de celle d'argile, minéralogique. Dans le premier cas, le terme « argile » désigne la fraction du sol dont les grains sont de diamètre inférieur à 2 microns, quelle que soit leur nature chimique ou minéralogique, alors que dans le second cas, il est question d'espèces minéralogiques caractéristiques des argiles. Ainsi, les argiles, dans le sens minéralogique du terme, font partie, avec les micas, de la famille des phyllosilicates, silicates en feuillet, produits lors de la dégradation des minéraux des roches-mères, feldspath notamment. Il existe un grand nombre de types d'argile, mais les 5 minéraux argileux les plus courants sont présentés dans le tableau en diapo suivante. Caractéristiques des minéraux argileux les plus courants. On vous présente dans ce tableau 5 minéraux principaux d'argile. 1. La kaolinite. 2. La montmorillonite. 3. L'hélite. 4. Les vermiculites. 5. Les chlorites. Dans ce tableau on vous présente aussi la formule générale de chaque minéral, la structure et l'épaisseur du feuillet, la surface spécifique en mètres carrés par gramme, la capacité d'échange de base, l'indice de plasticité, le gonflement et enfin la thixotropie. Le matériau terre crue. Classification des sols. Plusieurs classifications des sols existent et s'appuient essentiellement sur les résultats d'essais géotechniques. L'analyse granulométrique, NFP 94-041, 1995, P94, NFP 94-057, 1992, P94, les limites d'Atterberg, NFP 94-051, 1993, et la valeur au bleu de méthylène du sol, VBS, NFP 94-068, 1993, sont les essais géotechniques sur lesquels se base la plupart des classifications. La construction en terre s'appuie sur ces classifications développées pour des applications routières afin de proposer des recommandations de sol convenables aux différents types de construction. Ainsi, la norme XPP 13 à 901, 2001, recommande pour la réalisation des BTC, des sols dont les caractéristiques sont inscrites respectivement dans les fuseaux des figures I3 et figure I4. Généralité sur les liants. Les liants minéraux. On regroupe sous le terme « liants minéraux » toutes les substances, généralement sous forme de poudre, composées de matières minérales et qui, en présence de solvants, en l'occurrence l'eau, réagissent pour former une pâte qui durcit par divers mécanismes en agglomérant des grains afin de former un bloc solide et pérenne. Les liants minéraux sont pour la plupart artificiels, seules les pouzzolanes naturelles échappent à cela mais n'ont un effet liant qu'en présence de chaux, elles-mêmes artificielles.
Les liants les plus couramment utilisés dans la construction en terre crue sont les ciments et les chaux. Quelques sous-produits industriels peuvent aussi être utilisés en addition ou en substitution partielle dans ces deux types de liants. Les ciments. Il existe plusieurs types de ciments selon leur composition. Les ciments Portland normalisés sont à base de clinker, d'autres constituants, d'origine naturelle ou de sous-produits industriels, et de sulfate de calcium ajouté pour réguler la prise du ciment. Le clinker est obtenu par cuisson à 1450 degrés Celsius d'un mélange d'argile et de calcaire. Il contient des minéraux anhydres hydrauliques qui, en présence d'eau, produisent des hydrates responsables de la prise et du durcissement de ce liant. Le durcissement pouvant se faire sous l'eau, on parle de liant hydraulique, NFEN 197.1. Le béton de ciment est le matériau de construction le plus utilisé dans le monde. La production mondiale de ciment a été estimée à environ 4100 millions de tonnes en 2018 selon une étude du United States Geological Survey, USGS. Selon, la production d'une tonne de ciment est à l'origine de l'émission de 0,94 tonnes de gaz carbonique, CO2, dont 0,55 tonnes par réaction chimique, et 0,39 tonnes par le combustible de cuisson. Notons que la part d'émission de CO2 du transport n'est pas comptabilisée pour cause d'absence de données pertinentes. L'émission totale de CO2 du clinker peut donc être estimée à 1 tonne pour 1 tonne de clinker. Néanmoins, le recours au ciment composé permet de réduire cet impact. Les chaux. À l'instar du ciment, on distingue plusieurs types de chaux. La chaux est obtenue par calcination de certains minéraux comme la calcite, CaCO3, la dolomite, CaMg, CO3, 2, et la magnésie ou carbonate de magnésium, MgCO3, plus ou moins pur. La température nécessaire à la calcination complète est respectivement de 898 degrés Celsius pour les carbonates de calcium et de 402 degrés Celsius à 480 degrés Celsius pour les carbonates de magnésium. Il existe ainsi plusieurs types de chaux dont la définition fait l'objet d'une norme et est évolutive. Notons que la différence entre certains types de chaux, FL et HL, reste un peu floue si on s'en tient aux définitions données dans la norme. La production mondiale de chaux est estimée à 350 millions de tonnes en 2017, International Lime Association, 2018. On évalue l'empreinte carbone due à la chaux à 0,78 tonnes d'équivalent CO2 pour 1 tonne de chaux. Dans ce tableau on peut montrer les différents types de chaux utilisés dans la construction qui sont composés soit de chaux aériennes qui durcit par fixation du CO2 de l'air ou chaux hydrauliques qui peut durcir grâce aux silicates et aluminates de calcium. De la chaux aérienne on peut obtenir la chaux calcique ou la chaux dolomitique. De la chaux calcique on peut obtenir la chaux vive ou la chaux hydratée. De la chaux dolomitique on peut obtenir la chaux vive, la chaux hydratée ou la chaux semi-hydratée. De chaux hydrauliques, on peut obtenir la chaux formulée FL ou la chaux hydraulique naturelle NHL ou la chaux hydraulique HL. Généralité sur les liants, autres liants minéraux. Ces derniers sont en général des liants alternatifs, géopolymères, gypse, cendres volcaniques, ou des sous-produits de diverses industries, laitiers de hauts fourneaux, cendres volantes, cendres de bagasse de canne à sucre ou cendres de bagasse de riz. Les liants organiques. Dans cette partie, on s'intéresse aux liants organiques naturels en opposition aux polymères organiques synthétiques et aux résidus du pétrole. Les liants organiques sont tous d'origines animales et végétales, et sont des sous-produits des activités agroalimentaires de l'homme. Les polymères organiques naturels. Les polymères sont de grosses chaînes de molécules constituées de maillons élémentaires appelés monomères. Les polymères organiques ont un certain nombre de propriétés caractéristiques. Ils ont des masses molaires pouvant atteindre plusieurs millions de G/mol. Leur conformation, qui est leur configuration spatiale, varie selon les conditions du milieu, température, pH, potentiel ionique. La longueur de persistance, LP, fonction du degré de polymérisation, DP, est la longueur au-delà de laquelle la rigidité d'un maillon ne détermine pas l'orientation des maillons voisins. Les polymères ioniques sont dits polyélectrolytes car ils comportent à la fois des charges négatives et positives à cause des diverses fonctions présentes sur leur chaîne. Le pH auquel les charges s'équilibrent est dit potentiel isoélectrique, π. Ces caractéristiques vont définir la nature des interactions des différents types de polymères avec les autres particules. Les liants organiques sont des polymères organiques naturels pouvant être répartis en 4 grandes familles de molécules.
Les polysaccharides. Les polysaccharides sont des polymères de sucre dont les monomères sont des monosaccharides zooose, glucose, galactose. Les sucres ou glucides sont des molécules polyhydroxylées, -O, ayant une fonction carbonyle, C égale O. On distingue les aldoseuses et les cétoses. Il existe une très grande variété de polysaccharides qui peuvent être regroupés en sous-familles selon leur source. On peut trouver aussi les amides ou les extraits d'algues, la cellulose et la lignine, les gommes naturelles, les jus de végétaux gélatineux, les polysaccharides d'origine animale, le chitosan. On peut trouver aussi les protéines ou les lipides. Stabilisation de la terre crue pour la construction. La stabilisation de la terre crue vise à améliorer ses propriétés mécaniques et de durabilité pour une meilleure résistance aux sollicitations mécaniques et climatiques. On distingue 3 groupes de méthodes de stabilisation, le renforcement à base de fibres, de liants ou par combinaison des deux. On considère en outre, le campectige et la modification de texture comme respectivement des stabilisations mécaniques et physiques. Dans la suite de ce cours, nous considérerons un seul type de stabilisation, la stabilisation avec des liants minéraux comme étant l'ajout de substances inorganiques. La stabilisation aux liants minéraux. La stabilisation aux liants minéraux est la plus répandue dans la littérature. 90% des travaux portent sur l'utilisation de liants minéraux dont 50% avec du ciment et le reste est partagé entre les choses et d'autres additions minérales ou un mélange de plusieurs liants minéraux. Effet sur les résistances mécaniques. Dans la plupart des travaux, l'efficacité de la stabilisation est évaluée par une mesure de résistance à la compression simple. Les résistances en flexion et en traction sont mesurées le plus souvent en cas d'ajout de fibres. Dans la suite de ce cours, nous discuterons uniquement les résistances à la compression car notre étude ne prendra pas en compte les ajouts de fibres dans le matériau. Il est difficile de comparer les résistances en compression obtenues entre les publications pour diverses raisons. D'abord, les valeurs dépendent du mode de fabrication des éprouvettes. Les éprouvettes moulées ou adobes, les éprouvettes pressées, pisées ou BTC, et celles extrudées ont des plages de densité respectives différentes. Plusieurs chercheurs ont montré que l'efficacité de la stabilisation dépend de la densité du matériau. En outre, à cause des phénomènes de frais-tige, l'élancement, rapport entre la hauteur et la plus petite longueur caractéristique de la section, de l'éprouvette est un paramètre très important dans la mesure des résistances à la compression simple. Ainsi, pour pouvoir comparer des résistances en compression provenant de différents travaux de recherche, il faut s'assurer que les protocoles expérimentaux utilisés soient similaires en l'absence de normes d'essai internationales et surtout que les échantillons ont des élancements équivalents sans quoi les comparaisons sont impossibles. Stabilisation de la terre crue pour la construction. Stabilisation au ciment. Il existe de nombreuses études sur la stabilisation des briques de terre à l'aide de ciment, on peut retenir. Type, BTC ou adobe. Élancement 0,2 à 1,22. Temps de cure, 0,21 jours moins 28 jours 56 jours. Pourcent ciment, entre 0 et 15%. Résistance en mégapascal, entre 0,6 et 23,5 mégapascal. Stabilisation à la chaux. Il existe aussi certaines études dans lesquelles les briques de terre crue sont stabilisées à la chaux. Type, BTC ou adobe. Élancement à 1,2. Temps de cure, 0,28 jours 56 jours. Type de chaux, chaux vive et chaux hydratée, chaux vive. Pourcent chaud, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Résistance en mégapascal, entre 0,6 et 16,5 mégapascal. Stabilisation avec des liants minéraux alternatifs. L'objectif de ces études est de proposer de réduire la quantité de ciment ou de chaux avec une pouzzolane à faible empreinte carbone. Un second intérêt est de valoriser des sous-produits industriels, cendres de charbon, cendres de bagasse de canne à sucre ou poussière de fourneaux de ciment. Certains de ces liants sont un mélange de pouzzolanes et de ciment ou de chaux ou, dans le cas des géopolymères, l'activation de la pouzzolane, exemple le métakaolin, se fait avec de la soude concentrée. Bien que ces solutions soient supposées moins polluantes que le ciment et la chaux seule, les quantités de liants utilisées semblent élevées, jusqu'à 20%.
Certains résultats paraissent surprenants, moyennant 20% de mélange de choses et de cendres de bagasse de canne à sucre, peuvent donner jusqu'à 21,3 MPa de résistance à la compression. Pour les travaux où l'effet de la cure est étudié, les durées pour obtenir les meilleures résistances sont relativement grandes, ce qui correspond au mécanisme d'action des liants pouzzolaniques dont la cinétique est lente par rapport au ciment. Merci de votre attention. Et au prochain cours Inch'Allah.